Donc hier, on a commencé en fait notre spécial avant-débat par une breaking net news, mais qui en fait est assez importante sur les difficultés de Donald Trump et le fait que son équipe de campagne veut le protéger au maximum. Donc il a encore dit ce soir qu'il ne veut pas faire de débat. On sait pourquoi, hein, le débat avec face à Kamala Harris, ça a été quand même une débâcle absolue pour lui. Ouais. Donc entre ces phrases des chiens et des chats et le fait qu'il a parlé de concept de plan lorsque il a parlé d'Obamacare et de l'assurance santé aux États-Unis, ça n'a pas été une bonne performance. Tout le monde le sait, il le sait, sa campagne le sait. Et en plus de ça, on ne va pas rentrer dans ces théories de la conspiration, mais ces derniers meetings sont à la fois des moments de grande fatigue, on va dire juste ça comme ça, de grande fatigue, c'est normal aussi, il essaye de les multiplier pour être très présent dans ce dernier mois, hein, le mois d'octobre, qui est évidemment le mois le plus chargé de la campagne, et au-delà de ça, des attaques de plus en plus violentes et une escalade de mensonges. Donald Trump est en train de créer une espèce de monde parallèle, qui n'existe pas. Dans ce monde parallèle, il est celui qui ne peut pas se tromper, qui sait tout, surtout, hein, hier, peut-être je vous montrerai des extraits dans l'émission de ce soir, il nous a expliqué que désormais il était un expert en environnement, c'est une nouvelle qualification. C'est les phrases qu'on revoit, nobody knows, etc., better than me. Exactement, donc après avoir était effectivement l'expert de tout, et il crée cette vision complètement paranoïaque et apocalyptique du monde parce qu'il pense que ça va le servir. Et donc évidemment il y a un recours systématique au mensonge. On vous a fait cette émission par exemple que vous aviez vraiment beaucoup aimé, et que si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Thomas vous en a fait une vidéo isolée sur ce que les médias ne vous montre pas de Donald Trump. Le fait que par exemple il raconte que un matin vous dites au revoir à votre fils qui part à l'école, hey, salut Jimmy, bye bye, bonne journée, et puis surprise, il rentre pas le soir. Non, c'est pas Jimmy soir. Il rentre au bout de 2-3 jours et c'est plus Jimmy. Il a été opéré par l'école. L'école lui a changé de sexe. Et voilà, ce sont d'après Donald Trump des choses qui se passent aux États-Unis. Le problème dans ça, et ce sont des chiffres qu'on verra ce soir avec Jean-Marc Léger, le problème dans ça, c'est que la très très vaste majorité, lorsque je parle de très vaste majorité, on est au-dessus de 80% de son électorat, donc de sa base, pas des Américains, encore heureux, mais de son électorat, considère que Donald Trump dit toujours la vérité, que Donald Trump c'est la première source d'information. Et donc lorsque Donald Trump leur raconte, donc il va dans des petits villages, je vous ai expliqué hier pourquoi et comment ces villages-là, ces villes sont choisies. Il leur raconte comment ça se passe soi-disant dans les grandes villes, avec donc voilà les enfants qui partent le matin à l'école, ce sont des petits garçons, ils reviennent 2 jours après et l'école a décidé que c'était des petites filles. Voilà, et c'est un exemple parmi tous les mensonges de Donald Trump. Et pourquoi je vous en parle? Parce que justement c'est au cœur de cette volonté de protéger Donald Trump. Il fait des tas d'interviews, hein, il met en avant je parle aux médias, etc. Dans la réalité, ce sont des médias qui sont... Est-ce qu'on peut dire médias? Non, on l'a vu il y a 2 jours, c'est même pas du média, c'était avec Kellyanne Conway qui fait, comme par hasard, partie de son équipe. Donc ces interviews... et donc elle anime une émission sur Fox et donc c'est elle qui va faire jouer, encore une fois on peut même pas utiliser le terme journaliste, mais c'est elle qui va jouer ce rôle-là, lui poser des questions, prendre des selfies avec lui après. Et donc voilà, Trump qui fait des interviews. Donc oui, il y a cet effort de cacher Trump de tout qui est débat public et ce qu'on appelle le mainstream media, mais en même temps dire regardez, il est de partout, il fait 3 meetings par jour, il fait des interviews sur Fox en permanence. Il fait ces fameux meetings là où il répond les town hall avec Sean Hannity. Exactement, Sean Hannity, ou même parfois des membres de sa campagne qui jouent le rôle de journaliste. Hein. D'ailleurs, tu fais bien de le dire, c'est vraiment inquiétant, j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, ce sont des gens qui se font passer pour des journalistes, ce sont
des fausses interviews. Pareil avec Tulsi Gabbard, Sarah Huckabee Sanders, ce sont tous des personnes qui jouent le rôle du journaliste, mais qui font partie de l'équipe de Trump, qui en fait partie, qui font partie, qui contribuent en ce moment, et c'est ça ces interviews. Et donc il y a cette bulle, et cette bulle elle a été percée une fois pour le débat. Et elle aurait pu être percée une deuxième fois, et je voulais vraiment qu'on commence sur ça pour que vous voyez comment, parce que souvent on vous projette des images de Donald Trump fort, qui écrase tout le monde, etc. Mais dans la réalité, il est placé dans une bulle pour pas que non seulement son narratif s'effondre au niveau des gens qui le regardent, mais aussi pour le protéger lui, soyons clairs, protéger son ego et peut-être protéger le fait qu'il a 78 ans et que ce soir, par exemple, lorsque il a parlé de l'Iran à plusieurs fois, à chaque fois qu'il parlait de l'Iran, il disait la Corée du Nord en expliquant que le dictateur de la Corée du Nord, en parlant de l'Iran, voulait l'assassiner. Imaginez ce matin, si vous étiez réveillé, que c'était Biden qui avait dit ça, je vous parie que LCI, je vous parie que France Info, CNews, BFM et les journaux sérieux vous aurez fait des articles, des chroniques pour vous expliquer, mon Dieu, mais regardez comme Joe Biden est gâteux, il a confondu le président de l'Iran et le dictateur de la Corée du Nord. Là, rien du tout, mais donc on y arrive. Il y avait un deuxième moment où cette bulle aurait pu être percée. Aux États-Unis, l'émission la plus prestigieuse, la première émission d'actualité, un mélange un petit peu, si vous voulez, envoyé spécial, c'est énormément inspiré de cette émission, c'est 60 Minutes aux États-Unis, et depuis plus de 50 ans, tous les 4 ans, 60 Minutes fait dans les dernières semaines de la campagne une longue émission en donnant une longue interview, long format aux deux candidats. Donc cette fois-ci, il aurait dû y avoir une interview avec Kamala Harris qui a accepté et une interview avec Donald Trump qui a accepté dans un premier temps. L'interview devait être enregistrée jeudi à Mar-a-Lago, puis après d'aller le suivre samedi prochain lors de son meeting à Butler sur les lieux de la première tentative d'assassinat. Donc il retourne sur ces lieux-là. C'était l'idée. Et aujourd'hui, on va voir donc les titres de la presse juste avant le débat, d'apprendre que, et l'information, si elle est sortie avant le débat, et c'est la campagne Trump qui a leak l'info au départ, pour étouffer. C'est parce qu'on sait très bien qu'après, ça va être étouffé par l'actualité du débat. Mais parce qu'on voit la confirmation de 60 Minutes, donc il dit que Trump rejette cette interview, donc il raconte dans le détail ce que je viens de vous dire, et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que tout était prêt. Et si finalement Trump a annulé cette interview parce que les journalistes allaient faire leur travail de journalistes et donc allaient le fact-check. Et donc la campagne ne voulait pas qu'on remette en question les propos de Trump dans une émission de journalisme où c'est leur devoir. On attend ça de leur côté, et donc résultat, il n'ira pas dans cette émission. Donc l'émission va être diffusée qu'avec l'interview de Kamala Harris. C'est une émission qui a un succès colossal. C'était peut-être la dernière chance de Donald Trump d'aller au-devant d'énormément d'Américains, vu qu'il ne veut pas faire de débat, mais c'est pas forcément ce qui l'intéresse. Aujourd'hui, il est dans cette démarche de faire cette campagne vers sa base et au-delà de sa base, une campagne qui va aller chercher des électeurs qui ne votent pas, qui sont plutôt pro-Trump, qui sont anti-gouvernement, qui rejettent l'autorité fédérale, qui sont dans les conspirations, qui sont dans la paranoïa, et ce sont les électeurs aujourd'hui que Donald Trump souhaite chercher. En tout cas, c'est voilà la bulle Trump, elle est à ce point. Donc on va voir comment je pense que si aujourd'hui et demain aux États-Unis, on va pas trop en parler
parce que on va parler beaucoup du débat, on y arrive, mais lorsque lundi, il va y avoir la diffusion de l'interview de Kamala Harris sur 60 Minutes, ça sera un sujet. C'est certain que ça va redevenir un sujet et comment Trump ne sort plus de sa bulle. C'est devenu un candidat isolé, qui a son propre média, qui a ses propres médias qui le soutiennent, sa chambre d'écho et Elon Musk qui pousse plateforme, tout ça. Exactement. Donc ça, c'était avant le débat. On va faire une petite pause de 2 secondes. Je vous promets, on revient tout de suite après et on va rentrer dans le débat. Merci d'être au rendez-vous de ce maintenant matin spécial débat. Merci aussi, j'ai vu que Olivier était passé nous soutenir et un bubble crash pour Trump. Ah non, c'est exactement ça. La bulle a été percée par le débat et on ne souhaite absolument pas qu'elle soit percée à nouveau à suivre. En tout cas, merci Olivier de ta présence émission après émission. C'est très apprécié. Avant de regarder, on a des extraits, on a des moments clés, donc avant de revenir sur le moment qui a fait basculer ce débat et qui d'après moi va faire basculer la perception autour de ce débat, il y a vraiment ces 2 éléments, gardez-les en tête, il y a le débat et le débat sur le débat, oui. Et c'est assez paradoxalement le deuxième qui compte le plus. Qui compte le plus. On va vous parler aussi ce qui s'est passé autour du fact-checking. Mais d'ailleurs, on pourrait commencer sur ça. Avant, j'aimerais entendre ton avis sur le débat. Mais on pourrait commencer d'abord sur le fact-checking. Donc, pour vous rappeler qu'il y a 2 ou 3 jours, on a appris que CBS, pour satisfaire la campagne Trump qui, en parlant de bulle percée, ne voulait pas de fact-checking comme ABC l'a fait 3 fois lorsque Trump a parlé en corrigeant par exemple sur les chats et les chiens de Springfield dans l'Ohio. Il ne voulait pas, c'était pas prévu. À la place, CBS avait prévu un QR code pour que vous vous connectiez sur votre téléphone et que vous alliez voir un site qui devait faire ce fact-checking, mais ce n'était pas prévu en direct. Et avant le débat, je ne sais pas si tu t'en souviens, j'ai dit avant le débat, après avoir ramassé 2 ou 3 informations, consulté des sources, ce que j'entends, c'est qu'il y a une révolte au niveau des journalistes. C'était la rumeur. Ouais, c'était la rumeur au niveau des journalistes de CBS que cette décision de dire on ne fact-check pas, on laisse parler la campagne, les débatteurs, nous ce qui nous intéresse c'est le flow. C'est le flow de l'émission. Ouais. C'est pas forcément la vérité, c'est le flow de l'émission. Il y avait la rumeur que certains journalistes de CBS, donc la rédaction, parce que c'était la programmation qui était en charge du débat, qu'au niveau de la rédaction, on n'était pas forcément d'accord et qu'il est risqué d'y avoir une petite révolution de la part des 2 journalistes de CBS. Et donc, on était forcément à l'affût de ça. Un peu d'espoir, mais on était... Et au bout d'une demi-heure... On a eu 2 moments. En fait, on a eu un premier à moitié fact-checking qui est venu après que Vance parle de weird science quand il voulait expliquer sa position sur l'environnement. Et on n'a pas corrigé, mais on a juste dit, et c'était très généraliste comme phrase et rapide, que le réchauffement climatique est accepté par tous les scientifiques du monde. Mais c'est juste une petite phrase comme ça. C'était une sorte de précision à la fin d'un débat où Vance avait effectivement levé des doutes. C'était à la suite de la partie justement sur la centaine de morts et les disparus et les dégâts en milliards de dollars créés par la tempête, par l'ouragan Helene aux États-Unis. Mais déjà à ce moment-là, je ne sais pas toi, mais pendant le direct, je me suis dit tiens, intéressant, à voir. Mais après, bien sûr, il y a le moment qui est devenu déjà fameux maintenant, qui est les 2 journalistes qui commencent à corriger Vance par rapport à
là, il parle directement de Springfield et il commence encore à dire, c'était comme David Muir en fait pendant le débat entre Trump et Kamala Harris en disant que voilà, ce sont des immigrés clandestins, exactement, de sans-papiers. Ce moment-là, on a vraiment eu, je crois pour moi, c'était le tournant, le premier du débat, ouais. Où on a vu Vance n'a pas pu contrôler ni cacher sa réaction. Il était choqué que ça se passe comme ça. C'est fini avec un moment où Vance a essayé de peut faire ce qu'on appelle du mansplaining, où il a essayé d'expliquer non, en fait j'ai raison parce que les Haïtiens, ils utilisent, je vais même pas justifier ce qu'il dit, mais ils utilisent une application pour devenir légal quand ce n'est pas légal. Et ils ont coupé son micro, ils ont coupé les micros des deux, et c'était le moment interdit, fact-checking, surprise. Ouais, c'est le moment, c'est un des deux moments, on verra après, il y en aura des petits, mais un des deux gros moments qui sont... qui vont avoir toute l'attention dans l'après-débat. Donc c'est le moment où ce n'était absolument, ouais Ludo, c'est exactement ça, la malédiction de Springfield, où ce n'était pas prévu. Et vous allez d'ailleurs voir que Vance, et il va regretter cette formule-là, absolument. Parce qu'elle va se retrouver sur des centaines de vidéos, des milliers de vidéos sur TikTok, où il est tellement surpris qu'il dit non mais attendez, hein, on avait dit qu'il n'y aurait pas de fact-checking. En gros, on avait dit que vous me laisseriez mentir, c'est ce qu'il dit. Donc on va voir, il est en train de parler, la journaliste le corrige, il se plaint qu'il vient d'être fact-check, et là-dessus, il essaye de partir, comme le dit Thomas, dans cette explication, et là, ils sont obligés de couper son micro. Hein. On a coupé le micro de J.D. Vance en direct parce qu'il refusait de se taire. On regarde ça tout de suite. Governor, and just to clarify for our viewers, Springfield, Ohio does have a large number of Haitian migrants who have legal status, temporary protected status. Well, Margaret, but thank you, Senator. We have so much to get to. Margaret, I think it's important because we're going to turn out of the economy. Thank Margaret, you. The rules were that you guys weren't going to fact check, and since you're fact checking me, I think it's important to say what's actually going on. So there's an application called the CBP One app, where you can go on as an illegal migrant, apply for asylum or apply for parole, and be granted legal status at the wave of a Kamala Harris open border wand. That is not a person coming in, applying for a green card and waiting for 10 years. That is the facilitation of illegal immigration, Margaret, by our own leadership. Thank you, Senator, for describing the legal process. We have so much to get to, Senator. Those laws have been on the books since 1990. Thank you, gentlemen. The CBP One app has not been on the books since 1990. It's something that Kamala Harris created, Margaret. Gentlemen, the audience can't hear you because your mics are cut. We have so much we want to get to. Thank you for explaining the legal process. Nora. Thank you, Margaret. Thank you, Margaret. Oui. Donc voilà, donc c'est vraiment un moment assez exceptionnel où donc à la fin de la diatribe habituelle de Vance sur les immigrés d'Haïti, la communauté haïtienne à Springfield, la journaliste dit voilà, juste pour clarifier la situation, la communauté des migrants haïtiens à Springfield est là de manière légale, elle a des papiers, c'est effectivement, je vous ai expliqué, c'est des textes de loi qui existent depuis 1990, qui ont d'ailleurs fonctionné sous Donald Trump sans que ça lui pose le moins de problème. Et là, donc, évidemment, J.D. Vance est complètement désarçonné. Et c'est là qu'il a cette phrase qu'on vous montre « The rules were you guys weren't going to fact-check ». Je sais pas, donc si vous imaginez la chose, c'est dire les règles étaient que vous n'allez pas vérifier ce que j'étais en train de dire. Et il le dit d'une manière pleurnicheur où il est là, attendez, non, c'est pas juste, vous n'avez pas le droit de me corriger. C'est vraiment le moment où on sent derrière tout le camp J.D. Vance, et là, ça fait non, ne dis pas ça. Alors que justement, il a sur la forme, sur le fond, on va en reparler, mais sur la forme, il a fait plutôt une performance solide. On voit le gars qui était 100% à l'aise, il a fait ses études à Yale, il a participé à l'équipe de débat, il était vraiment dans son élément, il mentait. Il a menti sur tous les sujets, mais il le faisait avec élégance. Et là, d'un coup,
on a senti que son monde s'effondrait. Et puis ensuite, il a voulu partir dans ce que Thomas dit de mansplaining. Et là, on lui a coupé son micro. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, dans le chat en direct, c'était la folie. Mais sur Internet aussi, et tout le monde s'est dit, ben voilà, on a ce qui va être le segment principal de ce débat. Dans la réalité, il y en a eu un autre beaucoup plus tard. Il y en a eu deux, et celui-là aussi, il a fait énormément du bien à Walz à ce moment-là. On avait dit, le débat avait commencé, on a tout de suite remarqué, comme tu as dit, que Vance, il était vraiment à l'aise. Vance, il sait utiliser les règles du débat pour manipuler la chose. Ce qui m'a vraiment rendu fou, on en parlera plus, j'imagine, c'est il répondait pas aux questions. Non. Donc la journaliste après lui demandait de préciser, lui ramener à la question, mais en fait il utilisait ça à son avantage parce que ça lui donnait une nouvelle minute, encore raconter ce qu'il voulait. Ouais. Donc en effet, à la place d'avoir juste 2 minutes à répondre à la question, comme il ne répondait pas la première fois ni la deuxième, il se retrouvait avec une 3e minute. Et dès le début, on avait l'impression que Vance était plus à l'aise que Walz. Walz n'avait pas encore trouvé son rythme, mais à ce moment-là, ça a vraiment donné un coup à Vance qui craque à ce moment-là, et comme on a vu, qui panique un peu. Et ça a mis le ton pour le reste du débat. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, et il faut rappeler dans ce sens-là, dans l'occupation du temps, que par exemple, la première question, l'ordre du débat évidemment a été chamboulé par l'actualité internationale et la catastrophe écologique aux États-Unis, et donc la première question était de politique étrangère, qui est un sujet qui est souvent très peu abordé, qui arrive au milieu des débats quand c'est abordé. C'était difficile comme départ. Ouais, là le départ donc c'était sur quelle était la position de J.D. Vance s'il était président, parce qu'en étant vice-président, il est à un souffle de la présidence. Oui. Donc s'il était président, est-ce qu'il accepterait qu'Israël fasse des frappes préemptives contre l'Iran? Et là, pendant la moitié du temps de sa réponse, il dit bah, tenez, je vais profiter. Donc c'est la première question. Je vais profiter pour me présenter au public, aux électeurs américains qui me connaissent mal, et je vais raconter ma vie. Et la moitié de ce temps de réponse, il raconte ses origines sociales, il parle de sa mère, de sa grand-mère, il fait la promo de son livre. C'est à peu près ça. Et c'était assez étonnant. Il y a eu d'autres moments qui évidemment m'ont gêné, c'est que il a essayé de rester complètement en sujet, et le sujet, parce que on est à 34 jours de l'élection, et à 34 jours de l'élection, c'est ce que fait le camp de Kamala Harris aussi, c'est important. Vous avez en termes de campagne plus que 1 ou 2 sujets que vous allez marteler. Voilà. On n'a plus le moment de se dire on va chercher large, on va voir ce qui fonctionne. Non, ce sont nos 2 sujets, on va à fond, on les répète. Et évidemment, le sujet principal de la campagne de Trump et donc de J.D. Vance, c'est l'immigration. Et donc, pour lui, l'immigration, et c'était choquant, l'immigration, c'était la réponse à tout. Mais quand je vous dis à tout, on va voir cette photo lorsque on leur demande c'est quoi leur solution par rapport à la crise du logement aux États-Unis, le fait qu'il n'y a pas assez de maisons à la vente, donc acheter des maisons à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et donc sa proposition, c'est de renvoyer à l'étranger près de 15 millions d'étrangers pour avoir du coup des logements disponibles. Donc c'était vraiment sa réponse. Et d'ailleurs là aussi, il y a des moments troublants où on s'est dit bah, tiens, ce moment ça va devenir celui que le public va se souvenir. Puis tout ça a été gommé par le dernier, mais lorsque par exemple on essaye par 2 fois et il ne répond jamais, de lui dire mais cette politique d'utiliser l'armée pour expulser au moins 15 millions d'étrangers, parce que selon les discours de Trump, le chiffre grossit, comment vous allez faire lorsque vous êtes face à une famille dont l'enfant est né aux États-Unis, donc qui est américain? Est-ce que vous allez séparer l'enfant des parents à ce moment-là? Exactement. Et sa réponse, c'est
Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il ne répond pas. Et il est très fort à ça. Ouais. Et oui, j'étais choqué par ce moment-là aussi, tu as raison, parce qu'il a réussi à glisser, à chaque fois réussir à prendre une question et la ramener à ces questions d'immigration. Et comme les micros étaient ouverts, je pensais une ou deux fois peut-être que Walz allait se tourner vers lui et dire « Wait, mais non, c'est pas du tout le thème », ou il allait avoir une réponse sur ça. Mais en fait, il a pu... tout le long du débat, ou presque, parler de ce qu'il voulait dire et glisser tout ça vers l'immigration, des façons très bizarres des fois aussi même. Ouais, on va en parler tout de suite, mais donc c'était l'avantage et l'inconvénient de Walz, c'est que Walz, lui, était dans cette position de dire « Ok, je suis le bon gars qui est là ». Donc, il n'était pas là pour attaquer. Je vais vous montrer plus tard dans l'émission des statistiques sur ce qu'a fait Walz. Et vous allez voir que même si, quand on regarde l'émission et on l'a partagée, il y a cette frustration de se dire « Tiens, il a raté une opportunité ». En fait, vous allez voir ce qu'a fait Walz. J'ai encore plus de respect maintenant que j'ai vu ces chiffres-là. C'est un expert du judo. Bah, tiens, d'ailleurs, on peut aller le voir, Thomas. C'est dans le dossier après. On doit avoir ce dossier qui est attaque. Voilà, les attaques, le premier. Ces chiffres sont fous. On vous avait expliqué dans la chute d'hier soir 20h que la priorité pour Walz, c'était en fait d'attaquer Donald Trump, que finalement J.D. Vance n'existait pas. Et on voit que même si plusieurs fois on a eu la frustration de se dire mon Dieu, il sait que l'autre ment, pourquoi il ne va pas le corriger, pourquoi il ne va pas pour le killing shot quelque part, tu vois. En fait, non, c'était sa stratégie. On voit que dans les attaques, il a réussi parce qu'à la fin, les gens vont voter pour ou contre Donald Trump. Ils ne vont pas voter pour ou contre J.D. Vance. Ouais. Et on voit qu'il a réussi là où Vance a échoué. C'est-à-dire qu'il a très peu attaqué J.D. Vance. Ça ne l'intéressait pas. Il était là pour attaquer Donald Trump. Et vous voyez la différence. Il a utilisé presque 8 minutes de son temps à attaquer Donald Trump, alors que J.D. Vance a utilisé simplement 5 minutes 30 pour attaquer Harris. Et lorsque vous avez... je ne sais pas ce que tu en penses, dis-moi. C'est intéressant comme statistique de le voir comme ça. Ça change la perspective. Hein. Oui, déjà, je trouve que ma première réaction, juste après le débat, vraiment 5 secondes après le débat, j'avais cette frustration envers Walz en me disant est-ce que c'était assez, est-ce qu'il n'a pas joué trop le gars sympa et calme, est-ce que sa performance n'était pas quelque chose qui était peut-être acceptable il y a 20 ans contre John McCain, à ce moment-là. Mais avec un peu de perspective, même si ça fait que quelques heures, je trouve qu'il a fait le boulot qu'il voulait faire. Et ce genre de statistiques, et on va parler d'autres éléments plus tard, c'est sûr qu'ils sont importants. Et oui, le truc le plus important que je tiens juste à dire, c'est qu'à la fin, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 semaine, les gens, ils ne vont pas voter pour J.D. Vance, ils ne vont pas voter pour Tim Walz, ils vont voter soit pour Trump, soit pour Harris, ou pas du tout. Et c'est cet élément-là qui est le plus important. Ouais, et donc là, c'est mission réussie. Et par rapport à, tu disais, il y a 20 ans, c'est intéressant parce que je suis allé regarder dans la presse locale des gens qui connaissent Tim Walz, des journalistes politiques qui suivent Tim Walz, pas depuis 3 mois, mais certains depuis 20 ans. Et il y avait un journaliste de la presse locale qui disait « Mais vous vous trompez tous ». En fait, il a utilisé exactement la même stratégie qu'il a utilisée en 2012 pour se faire élire lorsqu'il était à la Chambre des représentants dans son comté, qui était un comté républicain depuis plus de 100 ans. Et il était allé au débat avec cette stratégie-là en disant « Ok, je suis d'accord avec ça, mais moi je vois ça, on peut faire mieux. » Et c'est ce qu'il a fait hier soir, c'était cette même stratégie. Peut-être pour des indépendants aussi, des républicains qui ont du mal à voter Trump, on repense à toutes ces pubs qu'on a vues récemment, des Republicans for Harris, tout ça. C'est vraiment des pourcentages du vote qui sont importants. C'est quelque chose qui est très important. Moi, ça me relance, et on a un peu parlé hier aussi, qu'on a vu toutes ces pubs de Walz avec les chiens, les chats, tout ça. Mm-hmm. Je crois qu'ils ont fait un choix. À un moment, quand ils ont choisi Walz comme VP, ils auraient pu partir dans le fait que, ok, le gars, il est chasseur, il est entraîneur de football, il est militaire. Mm-hmm. Ils auraient pu jouer cette carte macho
que en fait, ils ont dit, OK, on n'a pas avec Kamala Harris. Et en fait, non. La stratégie, on l'a vu ce soir, il a jamais levé la voix, il a quasiment jamais coupé J.D. Vance. Non. Il est le gars que tu veux avoir comme voisin. Et si tu habites aux États-Unis, même dans des swing states, la Pennsylvanie, t'étais pas dans une grande ville comme Los Angeles, New York, tout ça, je crois que cet élément-là, c'est ça l'image d'un vrai Américain. C'est quelqu'un qui peut t'aider avec ta voiture si t'as des problèmes, c'est quelqu'un qui va aller jeter le ballon de football avec ton fils à côté, et Walz a fait ça ce soir. C'est exactement ça, et c'est ce qu'expliquait, bravo Thomas, c'est ce qu'expliquait ce journaliste local en disant, mais ouais, j'entends, mais vous ne comprenez pas. Il a fait exactement la même chose en 2012 pour gagner où jamais aucun démocrate n'a gagné. C'est très fort ça. Et ça a fonctionné. Et donc, donc on a cette première perception. Si vous allez voir le direct, vous allez entendre nos réactions en direct en se disant, bah tiens, Vance, ouais, sur le fond, sur la forme est très très fort. Mais en fait, c'était un choix délibéré et il a été très en discipline. Y compris des moments complètement fous, lorsqu'on vous disait que, on va retourner au dossier débat Thomas, lorsqu'on vous disait que par exemple Vance a utilisé la question de l'immigration de partout, en sachant qu'en plus de ça il n'allait pas être fact-checké, sauf la fois où il a été fact-checké. D'ailleurs il n'y en a pas eu une deuxième, c'était aussi assez intéressant. On imagine que dans l'oreillette, les journalistes ont dû entendre y compris pendant la pub au niveau du producteur en disant ok, c'est terminé, vous ne faites plus ça, c'est pas le deal. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a eu évidemment ce dossier des tueries de masse, et entre autres dans les écoles. Évidemment, J.D. Vance refuse toute discussion, même début de discussion, sur le fait, bah tiens, est-ce que c'est normal qu'on vende des armes semi-automatiques, des armes de guerre, on les vende au grand public, on fasse du marketing qui fait que les adolescents ont envie d'en acheter parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont vivre dans un jeu vidéo, etc., etc., des chargeurs haute capacité, tout le reste. Et donc, il ne veut pas entendre ça. Évidemment, il est dans la position en disant, ben voilà, il faut changer les serrures aux portes. D'ailleurs, à ce sujet, je pense c'est dans le dossier après, Thomas, excuse-moi, on a une vidéo, c'est MSNBC, je crois, qui était, voilà, on va la regarder, qui était dans un lycée. Et je trouvais que c'était intéressant parce que la jeunesse américaine sera au cœur de cette élection. Si cette jeunesse vient voter massivement, Kamala Harris sera élue présidente. Et donc, on a demandé à ces jeunes qui grandissent, hein, c'est quelque chose que les jeunes Américains, dès l'école maternelle, apprennent. Ce sont ces exercices de comment faire face à une fusillade dans une salle de classe. Donc ça fait partie de l'ADN du jeune américain. Et donc on va voir la réaction d'une jeune lycéenne lorsque Vance propose de mettre plus de serrures aux portes. Here, I thought was interesting was, Rachel, what you were just talking about when J.D. Vance said one of the ways ultimately that we can stop gun violence in this country is by having better locks on our doors. Did anybody react? You're laughing back here. No, you. What's your name? Nora. What did you think when you heard J.D. Vance talk about that? Jimena was talking about how because of what happened at one of your neighboring schools here, it's an issue that rings close to home. I thought it was ridiculous. I mean, the issue is guns. The issue is not better locks on doors. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'était des groupes de jeunes qui viennent d'arriver à la première année d'université et qui vont voter pour la première fois. Comme Cody, hein, qui vont voter pour la première fois. Il y avait cette question des serrures comme réponse, mais le pire, c'est quand il a dit, en fait, le problème des tueries dans les écoles, je paraphrase évidemment, c'est à cause de Kamala Harris, qui, sa politique fait que il y a la frontière est ouverte avec le Mexique, et donc toutes ces armes rentrent clandestinement par la frontière. Ce qu'on disait, il a ramené tout de suite à l'immigration. Et c'est là qu'on regrette qu'il n'y ait pas eu un vrai fact-checking, ou que Walz n'ait pas fait, parce que je peux te garantir que la réponse, il connaît. Dans la réalité, ce que raconte Vance, c'est n'importe quoi, parce que
toutes les tueries dans les écoles, et c'est ça le plus troublant, c'est que les armes qui ont été utilisées, y compris la tentative d'assassinat contre Donald Trump à Butler, oui. Ce sont des armes qui ont été légalement achetées. Il n'y a pas un commerce où on va acheter au marché noir des armes apportées par les trafiquants d'armes à la frontière du Mexique. Non, ce sont des armes légalement achetées, mais ça, J.D. Vance ne veut pas le voir. Je trouve que Walz avait une bonne réponse, il était fort sur ce sujet-là. Vance, son argument faisait très daté, ça fait des années maintenant qu'on entend cet argument de arrêter de parler des armes, il faut des fenêtres blindées, il faut des portes et des serrures, tout ça. Et que Walz et Vance, le deuxième niveau aussi, il parlait de, c'est une crise... des troubles psychologiques. Exactement. Ouais. Et que Walz dit, ok, on peut traiter ces choses-là, mais il ne faut pas ignorer le vrai problème. Au fond, c'est les armes, c'est les guns. Yeah, sometimes it's the guns. Exactement. Voilà, à la fin, c'est que oui, des fois il y a ci, des fois il y a ça, mais à la base... souvent le problème, c'est les armes. C'est en fait les armes. Donc ça, c'était un aspect. Il y a un autre aspect qui n'a pas été fact-checké et qui m'a embêté jusqu'au bout. Mais je pense qu'encore une fois... c'était une volonté de Walz de ne pas rentrer dans ce personnage-là et de se concentrer sur son rôle d'attaquer Donald Trump. Oui. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, on a vu les statistiques. C'est lorsque, pour donc, l'immigration, premier axe de campagne que Trump et Vance vont marteler jusqu'à la fin. Et deuxième point, c'est que en fait, tout ce qui ne va pas aux États-Unis, c'est la faute de Kamala Harris qui pendant 4 ans était VP. Et ça m'a rendu fou pendant le débat parce que lorsque l'on sait comment l'exercice du pouvoir est fait aux États-Unis et ce que peut faire un VP, c'est pas un premier ministre, ça n'a rien à voir avec ça en France, c'est un rôle honorifique. Le VP est là pour remplacer le président si le président se fait assassiner ou s'il n'est plus en mesure d'assurer la présidence. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Non, il n'a pas le pouvoir. Le VP est là pour le 6 janvier valider les résultats, pas les valider parce que c'est une cérémonie, encore une fois. C'est une cérémonie symbolique, donc pour être là pour toutes ces cérémonies. Et le VP, des fois, le président lui donne des missions de travailler sur des dossiers, mais ça s'arrête là. Il n'a pas le pouvoir, ce n'est pas le président des États-Unis. Et donc, Vance, jusqu'au bout, jusqu'à sa dernière intervention, est parti sur ce fait-là en disant mais pourquoi elle dit qu'elle veut faire ça, pourquoi elle ne l'a pas fait quand elle était présidente, pourquoi elle n'a pas fait quand elle était vice-présidente, le logement, l'inflation, etc., etc. Elle n'avait pas le moyen. Et en fait, il a fallu attendre qu'on retourne à ces étudiants. Merci, l'avenir est brillant. Merci la jeunesse. De voir donc ces étudiants qui vont voter pour la première fois, pour qu'il y ait un étudiant qui vienne corriger après le débat J.D. Vance en disant mais attendez, moi j'ai fait des classes d'éducation civique, éducation civique quand j'étais au lycée, et la première chose que j'ai appris c'est que le VP peut pas faire tout ça. On écoute tout de suite, c'est Marcus, je crois qu'il s'appelle. We were talking, Marcus, about this constant criticism about the vice president not being able, about the vice president being in office for these last, he's already upset about it. The vice president being in office for all these years and not being able to make the change was the allegation from J.D. Vance. You said to me, I've been to high school civics class. Why did you say that? Because if anybody took high school civics class, they'd know what the vice president can do and what the vice president can do. I want to make a quick point. Neither candidate on that stage talked about what executive action they're going to take on day one to do what they want, nor were they asked because they know that they can't. That's not how the vice presidency works. You don't get to do what you want. You do what the president delegates you to do. So that one day, Marcus is going to be all of our teachers in civics class, guys. I wonder. Donc voilà, il revient exactement sur les points que j'ai mis en avant pendant tout ce débat, de dire qu'en fait, d'ailleurs, ni Vance, ni
ni Walz pourront faire quoi que ce soit s'ils arrivent à la vice-présidence. D'ailleurs, ils n'ont jamais dit le premier jour où je serai vice-président, je vais faire ci, je vais faire ça, parce qu'ils ne peuvent pas. Le pouvoir est centralisé, c'est le président qui a le pouvoir, et le VP, ben, il fait ce que le président a bien envie qu'il fasse, et puis c'est tout. Évidemment, il y a eu tous ces moments qui ont été ces moments forts pour Vance sur le fond. Encore une fois, il a été très efficace dans sa manière de parler, mais si on compte les points, et c'est là que c'est intéressant, on va voir après comment les Américains ont vécu ce niveau-là. Je pense que les points, les punchs ont été donnés, finalement, ça paraît assez étonnant, par Tim Walz contre Trump. Par exemple, sur la question du fait que les Américains paient des impôts, mais Donald Trump, lui, depuis des années, contourne le paiement d'impôts. Donc, il y a ce moment où là, justement, il a été vraiment bon, Tim Walz, parce qu'il s'adresse directement à la caméra et dit et je parle à vous, que vous soyez infirmière, truck driver, exactement, conducteur de camion, etc., etc. C'est parti. The same thing goes with this. And I ask you out there, teachers, nurses, truck drivers, whatever, how is it fair that you're paying your taxes every year and Donald Trump hasn't paid any federal tax in the last 15 years, in the last year as president? That's what's wrong with the system. There's a way around it, and he's bragged about that. We're just asking for fairness in it, and that's all you want. Donc voilà, donc ça c'est un moment qui est payant. Il s'adresse directement aux Américains en disant vous payez vos impôts, Trump n'en paie pas. C'est pas juste. Et c'est là où on reconnaît, je trouve, où on peut entendre le training qu'il a eu peut-être avec Buttigieg. C'est le genre de phrases qu'on le voit aller sur Fox News, quand il va sur Fox News et tout ça, expliquer. Et pour moi, c'est un moment... C'était une des surprises d'octobre, rappelle-toi. Oui, en impôts. 2020, Exactement. le fait que Donald Trump avait payé $750 d'impôts en étant milliardaire pour l'année. Donc voilà. Et tu vois, c'est ce moment-là, des moments comme ça pour moi où je comprends plus la stratégie de Walz. Et en fait, la perspective qui me manquait pendant le direct, c'est de se dire Walz n'a pas fait ce débat pour nous. Sa stratégie, c'était pas de convaincre les gens qui votent déjà pour Kamala Harris, c'était pas de faire une performance où il attaque parce que voilà, il veut détruire Vance et encore une fois, il joue pour sa base. C'est vraiment, il joue, il explique et il se présente pour les Américains. L'Américain moyen qui ne suit pas l'élection tous les jours, qui n'a pas tous ces éléments, qui ne connaît pas tous ces dossiers, et des moments comme ça sont hyper forts. Non, je suis d'accord. Autre moment fort, c'est évidemment tout le dossier de l'avortement. Là aussi, encore une fois, 2 fois, on va poser des questions sur l'avortement à J.D. Vance. Il ne va même pas utiliser le mot avortement. Il refuse de répondre, entre autres, sur cette question de est-ce qu'il va soutenir une interdiction une interdiction nationale de l'avortement, donc au-delà des États. Il a refusé de répondre. Et à un moment, il a été à l'attaque, donc en essayant de décrire, la seule fois où il a utilisé le mot avortement, c'était pour dénigrer le camp d'en face. Et la réponse de Tim Walz, là, pour le coup, elle est d'une efficacité redoutable. Et je vais vous expliquer comment on sait qu'elle est d'une efficacité redoutable. Because we've got to do a better job at that, and that's what real leadership is. Governor, your response. I'm going to respond on the pro-abortion piece of that. No, we're not. We're pro-women. We're pro-freedom to make your own choice. We know what the implications are to not be that. Women having miscarriages, women not getting the care, physicians feeling like they may be prosecuted for providing that care. And as far as making sure that we're educating our children and giving them options, Minnesota's a state with one of the lowest teen pregnancy rates. We understand that too. We know that the options need to be available, and we make that true. Donc il y a toute une série d'éléments de langage qui ont été extrêmement porteurs lorsqu'il dit non, on est le parti pro-woman,
on est le parti pro-freedom. Donc, super, c'est ces termes. Ouais, c'est vraiment pro-liberté, pro-femme. Nous faisons confiance aux femmes, ça aussi il a dit quelques secondes avant, we trust women, we trust doctors. Donc c'est pas le rôle du gouvernement de décider quand mind your own business, exactement, et donc ce sont aux femmes avec les femmes avec les maris, les compagnons et avec les docteurs, et on a deux manières de savoir que ça a été un des moments qui a eu le plus d'impact dans ce débat. Il y a plusieurs groupes qui évidemment suivent les réactions de panel, on va en voir tout à l'heure en fin d'émission, donc de ces groupes d'électeurs indécis qui résident et qui votent et qui sont inscrits dans les fameux battlegrounds, les états pivots, les états clés, et c'est un des moments. C'est le deuxième moment, on verra tout à l'heure le premier, c'est le deuxième moment où Tim Walz a le mieux performé du débat. C'est celui où il a eu les meilleures notes et le plus grand taux d'approbation du public. C'est sur ces phrases-là, we trust women, we trust doctors, we are pro-women, we are pro-freedom. Donc ça a été important, et où on voit l'effet. Plusieurs fois, je vous ai parlé de ces outils très pratiques. On va regarder la carte de Google Trends par état, avant et après le débat, et vous allez voir où Tim Walz a gagné encore une fois une bataille. Google Trends, donc avant les recherches de sujets de société avant le débat, donc on voit c'est assez varié. Évidemment en bleu c'est tout ce qui est lié au crime, parce que c'est le sujet principal de Donald Trump. On voit que c'est un sujet extrêmement important. Crime, social security, c'est rouge, c'est en rouge, mais le crime c'est en bleu. Et on voit que certains états clés comme la Caroline du Nord ou la Pennsylvanie, c'est un sujet qu'ils cherchent beaucoup, l'Arizona aussi, qu'il y avait que la Géorgie qui cherchait en premier l'avortement, parce que un seul État, parce que la Géorgie est au cœur d'une histoire complètement terrible. D'ailleurs, Tim Walz l'a raconté, c'était aussi la force de ses réponses, où il a raconté c'est ce qu'avait fait Kamala Harris, de raconter des histoires, des histoires personnelles de personnes qui ont cité leur nom. Leur nom, et d'ailleurs les familles l'ont remercié à la fin de l'émission par un communiqué de presse d'avoir cité la mémoire de leur fille. Et donc la Géorgie, Amber Thurman, c'est un drame terrible d'une jeune mère de famille qui ne pouvait pas avorter en Géorgie à cause d'interdictions, qui a été obligée de conduire jusqu'en Caroline du Nord pour être traitée là-bas. Il y a eu des séquelles à son retour, et elle n'a pas pu être traitée. Les médecins ont refusé de la traiter, ont pris en tout cas 24 heures pour se décider, parce qu'il y avait toutes ces lois. Ils se sont dit, est-ce qu'on va aller en prison si on la soigne, et elle est morte de des effets secondaires de son avortement. Donc c'est normal que la Géorgie parle de ça. Donc ça, c'était le sujet, les sujets numéro 1 par État. Et puis, pendant le débat, et ça, c'est la victoire. C'est parti, on y retourne. C'est la victoire de Tim Walz. Le sujet, et là on voit que c'est dans les 50 États des États-Unis, pendant le débat, le sujet qui est recherché le plus sur Google, c'est l'avortement. Et l'avortement... C'est énorme. C'est encore une fois, on ne pouvait pas comprendre de notre perspective en direct l'efficacité de Walz à ce moment-là. Mais voilà, si sa mission c'était de parler aux États-Unis, il a réussi. Exactement, et c'est important parce que plus on parle de criminalité et d'immigration, c'est un sujet qui est favorable à Donald Trump. Plus on parle de l'avortement et des droits des femmes de disposer de leur propre corps, et aussi à travers ça de la fécondation in vitro, etc., c'est une victoire pour Kamala Harris. Et donc voilà, encore une mission accomplie. Tu vois comment on change d'avis, hein? Non, mais c'est exactement ça. Une mission accomplie de la part du soldat Tim Walz, qui, sur cette partie dont on vous a montré quelques extraits, a rempli le pari et fait que les Américains, le premier sujet qu'ils ont
chercher, c'était ça. Évidemment, on a des tas d'autres extraits pour ce débat, mais on va pas faire une émission de 6 heures non plus. On a des tas d'autres extraits. On va vous montrer 15 secondes de justement de cette espèce de fact-checking qui a été fait après sur MSNBC. C'était dans le dossier pendant le débat. Vas-y, on y est. C'est voilà. Donc juste pour vous montrer l'accumulation des mensonges de Tim Walz. L'autre mensonge, même si c'est peut-être qu'un détail qui m'a choqué, mais qui m'a démontré que finalement, le seul point commun entre Trump et Walz, c'était le mensonge. Ils mentent à volonté. Vance, excusez-moi. Et que du côté de Vance, il est plus inquiétant que Trump. Soyons clairs. Absolument. On l'a dit pendant l'émission, il est plus dangereux. Le gars, vraiment, il te fait peur. C'est un serpent. Tu utilises la formulation que tu veux. Mais il est beaucoup plus intelligent et dangereux que Trump. Il est cohérent. Il fait de très bonnes phrases. Il sait débattre. Il sait parler aux gens. Mais il ment. Et on sent que c'est quelqu'un. Et quand on connaît son parcours, c'est exactement ça. Quelqu'un qui est prêt à tout. Voilà. À tout. Pour arriver au sommet, même si ça veut dire mentir, y compris sur des choses complètement folles, du révisionnisme, comme par exemple raconter que c'est Donald Trump qui a sauvé Obamacare. C'était fou ce moment-là. C'était complètement fou. Et on l'a pas stoppé. Tu vois, ça c'est un moment en direct, je me disais, mais Tim Walz, il faut tout de suite le sauter dessus. Il était là à dire que c'était bipartisan grâce à Trump. Vraiment, c'était un moment fou. Alors que dans la réalité, c'était. Moi, je l'ai fact-checké en direct. Il fallait. Et je vous ai lu le premier executive order signé par Donald Trump, son premier jour de pouvoir, dès le 20 janvier 2017. La première chose qu'il a demandé à son gouvernement, il leur a donné l'ordre, executive order, c'était de trouver une solution pour supprimer Obamacare, et il a tout fait. Et s'il a échoué, vous allez comprendre pourquoi la haine qu'il a pour McCain, compris maintenant John McCain, même maintenant qu'il est mort, à chaque fois qu'il en parle, c'est pour l'insulter. Chez Donald Trump, c'est par rapport à ce moment où lorsque John McCain, il faut le savoir, malade, il a un cancer, il est vraiment en fin de vie. Il vient, sa présence est nécessaire à ce moment-là, et donc on le voit, il est en train de voter non, et en plus il fait le pouce vers le bas, et ça a été très très mal vécu par Donald Trump. Donc c'est un message qu'il envoie à Donald Trump. Il a rejeté la tentative. On voit que tout le monde le regarde parce que c'est lui, si lui vote pour le rejet d'Obamacare, Obamacare aurait été... donc il y a tous les républicains autour de lui qui attendent ce moment-là. C'était un vote obligatoire par personne. Il avait un cancer, il était vraiment à la toute fin de sa vie, et il est venu voter contre Donald Trump et sa décision de revenir sur Obamacare. Donc aujourd'hui, entendre Donald Trump mettre en avant via J.D. Vance qu'il a essayé de sauver Obamacare, c'était du grand... n'importe quoi. On va regarder une minute de justement une journaliste sur MSNBC qui a voulu se lancer dans du fact-checking de J.D. Vance, en précisant que même lorsque ce sont des mensonges bien habillés, bien cool, bien sympas, ça reste des mensonges. C'est parti. He said there were 25 million undocumented immigrants in the country. It's probably more like 15, 16. He said that He repeatedly lied about Springfield again, and did it so insistently that he had to have his mic muted because he kept trying to jump in and continue to lie about these people. He said they were brought in through something called the CBP-1 app, and that is an app that immigrants can use to come in and get a certain kind of visa. That was launched in 2020 under drumroll, Donald Trump. He says that he never supported a national abortion ban. I have here a printout that is already circulating all over social media. This is from the campaign website of J.D. Vance when he ran for the United States Senate. It is headlined
end abortion. He says he's 100% pro-life, believes abortion has turned our society into a place where we see children as an inconvenience, on and on and on. You also gave one of the quotes, I would certainly like to see abortion illegal nationally. He also said he was sympathetic to the view that a national ban would be necessary to stop women from traveling across states to obtain an abortion. So he's in favor of a sort of fugitive slave act to stop abortion. So he said that as well. He blamed undocumented immigrants for everything from rising house prices. Voilà, et c'est sans fin parce que c'était vraiment la signature de Vance pendant ce débat de mentir tout le long. On va maintenant regarder ce qui s'est passé juste après ce débat. On va revenir évidemment au moment le plus important, mais ce qui s'est passé tout de suite après. Déjà une image que l'on n'a pas vue avec Donald Trump et Kamala Harris et qu'il faut voir parce qu'il faut montrer qui sont ces deux candidats que tout oppose qui se sont serrés la main. Ils s'étaient serrés la main avant que ça débute, mais aussi à la fin. Ils ont même fait venir leurs épouses, comme c'était la tradition. Hein, comme c'était normal. C'était normal avant que Donald Trump change les règles et soit en guerre contre tout le monde. Donc on va voir ce qui s'est passé juste après. All right, a substantive civil debate despite months of rather vicious and nasty attacks between Senator Vance and Governor Walz. They tonight were largely kind and agreeable with each other. They often talked about finding common ground. They obviously held their toughest criticisms for the folks at the top of the ticket. Vance clearly, I think it needs to be said. Voilà, donc il y a même les épouses qui sont venues sur scène, Usha Vance et donc Gwen Walz qui sont venues saluer tout le monde. Bon, ça fait du bien de voir ces images-là parce que c'était des images de la normalité avant que Trump arrive en politique. Et puis, dès que le débat a été terminé, mais quand je vous dis dès que, Donald Trump, excusez-moi, Tim Walz s'est souvenu qu'il était à New York. Qui veut dire qu'à New York, une des spécialités de la ville, surtout en deuxième partie de soirée, c'est d'aller manger de la pizza. Et c'est ce qu'il a fait tout de suite après l'émission. Il est allé prendre sa part de pizza. C'était sa récompense. On regarde ça tout de suite. Yes. Yeah, but I do want to go. Yeah. Let's go get some pizza. Oh, that one looks good. Yeah, pepperoni sausage, pepperoni bacon, pepperoni mocho, only pepperoni. Let's do sausage. Yeah. Yeah, thanks. Let's go, Coach! Let's go, Coach! Let's go, Coach! On voit, il ne s'est pas changé, il ne s'est pas démaquillé. Il a dit, let's go for pizza. Juste à côté du studio d'enregistrement, il y avait cette pizzeria. Il a débarqué pour acheter de la pizza avec des morceaux de saucisses dessus. Ouais. C'était pas du bacon. Peut-être que ça veut dire qu'un de ces jours, on va demander à Cody de nous tester les pizzas. Évidemment, ça me donne de nouveau faim. T'es pas le seul, Bruno. T'es pas le seul, Bruno. Et très bien vu, Véro. En tout cas, ouais, non, c'est exactement ça. Le moment après débat, c'est aussi évidemment les moments d'avoir tous les sondages. Donc, on a plusieurs chiffres à vous montrer. On va y aller. J'ai pas eu le temps de les numéroter pour Thomas, donc on va les découvrir à mesure et on va s'adapter. Et entre autres, on va découvrir, parce que je sais que c'est une question que vous posez tous, qui a gagné ce débat. Je vous rappelle que le plus important, c'est le débat sur le débat, mais qui a gagné ce débat aux yeux des Américains? Donc on va commencer à regarder les chiffres. Déjà, on voit les effets sur l'opinion, par exemple de J.D. Vance, que avant le débat, donc c'est une réussite pour lui quelque part, avant le débat, il avait 40% d'opinion favorable et que désormais, il en a 49%. Qu'il y a un petit peu moins d'Américains qui ont une opinion défavorable parmi ceux qui ont regardé le débat. Hein, encore une fois, c'est pas à la fin, il va y avoir énormément. Le débat a été quand même assez long.
Il a commencé par des questions qui étaient complexes de politique internationale. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas dû regarder ce débat-là. Les chiffres d'audience, peut-être je me trompe, mais je ne pense pas qu'ils seront aussi importants que ce qu'on pense. C'était un des thèmes qui était expliqué sur plusieurs plateaux que j'ai vus après tout de suite. C'est les gens, ils ont dit au bout de 20 minutes, et la plupart des Américains, ils avaient passé à autre chose. Qu'il y avait même des journalistes qui avaient appelé et texté d'autres journalistes, d'autres contacts, des amis en demandant est-ce que vous regardez toujours le débat. Et je crois que oui, c'est cette histoire les questions, il y avait un ordre très compliqué, bizarre un peu des questions. Il y avait des questions très précises, il y a des moments où les candidats ils sont passés dans des lois précises par rapport à des lois de maison et de terre et tout ça. Je crois pas que la plupart des Américains ont regardé de début à fin. Non, exactement. Allez, on continue à avancer dans ces sondages. Cette fois-ci, on a l'opinion de Tim Walz et on voit que finalement, c'est aussi une victoire pour lui parce qu'il est passé de 52% à 60%. C'est vraiment important. Aujourd'hui, Tim Walz est le politique, en tout cas de ces 4 qui sont sur les 2 tickets, qui est le plus populaire aux États-Unis. 60% d'opinion favorable pour Walz. On continue à avancer. Qui a fait... Alors là, on voit, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce qu'il y a 2 enseignements. Donc, on a demandé aux personnes qui ont regardé ce débat-là. Encore une fois, ce ne sont pas tous les électeurs qui ont regardé le débat, qui, d'après eux, a fait la meilleure performance. On voit que sur les sujets forts de Kamala Harris, c'est Tim Walz, de beaucoup. 62% sur l'avortement, 59% sur tout ce qui est les questions de santé, de beaucoup. Donc c'est très bien, mais c'est normal. Et où on mesure la performance de Walz, encore une fois, c'est que sur les sujets qui sont favorables à Donald Trump, il a fait quasiment à partie égale avec J.D. Vance. Sur l'immigration, 52-48 en faveur de Vance. Sur l'économie, 51-49, c'est très très proche. Et sur les questions internationales où Trump dit en permanence si je ne suis pas président, c'est la 3e guerre mondiale, le monde va s'effondrer. 50-50. Et ça, c'est encore un élément d'analyse, de dire c'est une bonne performance de Tim Walz. Oui. Le sondage suivant, on vient de le voir et c'est normal, j'ai dû en mettre plusieurs fois en double. Intéressant aussi. Et donc c'est intéressant, c'est que un des problèmes, on disait avant le débat, c'était il ne fallait pas que Vance soit donne le sentiment d'être trop extrême et que Walz non plus, pas pour les mêmes raisons, mais que les deux. Et on voit finalement que le public a décidé que les deux étaient raisonnables et que donc ce ton, on a vu le moment à la fin où on se serre la main, finalement. C'est ça, les deux étaient calmes, les deux s'en donnaient des compliments. Ils étaient d'accord sur certains points. Quand on compare à Trump qui était là, tweeté en majuscule, Tampon Tim et tout ça, c'était pas du tout l'approche de J.D. Vance. Et Walz aussi, c'était pas sa voix de campagne. Je ne sais pas si t'as remarqué ça aussi. C'était pas la voix qu'il utilise quand il fait des meetings où il a cet aspect coach. Agressif. Exactement. Là, c'était vraiment quelqu'un plutôt réservé, calme. Donc on voit ça à travers les chiffres raisonnables. On va continuer dans ces sondages. Les Américains ont aussi la perception, et là encore c'est une victoire pour Walz, donc les Américains qui ont vu le débat, qu'il a passé le plus de temps à expliquer ses points de vue et à critiquer les autres, 54-46, et c'est exactement la proportion contraire du côté de J.D. Vance, et c'est ce qu'on voit tout à l'heure dans les attaques, c'est que finalement la perception c'est qu'il a très peu attaqué Vance. Il s'est concentré sur 2 choses, attaquer Trump et mettre en avant leur vision et ça c'était extrêmement important, c'était une stratégie gagnante et on voit qu'on retrouve ça chez les spectateurs. On en a d'autres, j'imagine.
on a, voilà, hein, lorsqu'on voyait, on parlait du ton du débat, les gens qui ont regardé ça ont trouvé à 88%. Ça, c'est pourquoi ce chiffre-là, je l'ai sélectionné, parce que dans une Amérique qui, depuis, même si évidemment les divisions ont commencé avant et que Trump en a profité, mais il les a exacerbées au maximum, de voir des chiffres qu'après un débat entre un démocrate et un républicain, 88% des personnes qui ont vu le débat ont décidé que c'était généralement positif. On n'aurait jamais deviné ça en avance. Ouais, c'est complètement étonnant et évidemment jamais ça. Donc du côté de CNN, on a demandé si on estimait que Walz pouvait devenir président, c'était nécessaire. On voit que mission accomplie, il n'a pas perdu de points. Il était à 62% avant le débat des Américains qui décidaient que oui, il pouvait devenir président, ce qui était déjà un bon chiffre. 65 après, ça veut dire mission accomplie à son niveau. Il s'est pas tiré de balle dans le pied, ce qui est le minimum syndical, mais vous allez voir qu'en tirant de balle dans le pied, il y en a eu un autre. Là, on voit que, justement, sur les opinions favorables, donc là aussi, c'est un sondage CNN, avant le débat, J.D. Vance était dans le négatif, moins 22. Moins 22, c'est énorme. Il a fait beaucoup mieux. On voit que le débat l'a énormément aidé, mais il est toujours dans le négatif. C'est-à-dire qu'on est toujours moins 3. Par contre, du côté de Tim Walz, avant le débat, il avait un taux d'approbation de plus 14, ce qui est aujourd'hui qui le plaçait largement devant les autres personnalités politiques de cette campagne. Et là, il est à plus 37. Oui, c'est ça. Je vois le chat. Vance a bien remonté, mais il reste quand même à peu près 40 points tout le long de différence entre les deux. Exactement, l'écart n'a pas changé, on est à plus 37. Autre chiffre, donc voilà, ça c'est important. On a demandé aux gens qui regardaient le débat si ça allait affecter leur choix. Dans la réalité, je suis persuadé que vous allez voir les mêmes électeurs dans une semaine, dans 2 semaines. Il y aura la catégorie du bas qui est assez importante, aura encore moins changé. On voit que chez les électeurs de Kamala Harris, aucun effet, 91%. Chez les électeurs de Trump, aucun effet, 85%. Mais ce qui est intéressant, il y a certes 1% des deux côtés qui, donc c'est vraiment minime, qui ont changé d'avis. Donc des électeurs à risque qui se disent non, je vais voter Trump. J'aimerais bien les voir, ces gens-là, j'aimerais bien leur parler. Je vais aller voter pour Kamala Harris. Mais le plus intéressant, c'est ceux qui reconsidèrent. Donc ils se disent, peut-être je me suis trompé. 8% chez Harris et ce qui est nouveau, c'est 14% chez Donald Trump. Presque le double. On mesurera l'importance de ces chiffres-là plus tard. On en parlera ce soir à 20h avec évidemment Jean-Marc Léger. Est-ce qu'on en a d'autres, Thomas ? Voilà, évidemment, la question qui a gagné le débat, il y en a eu plusieurs. Celui-ci, je ne suis pas certain qu'il a été fait à la fin. Il y en a eu d'autres. On va avancer dans celui-ci. On va aller sur la question de qui a le mieux défendu Vance Vance en tête, c'est lui qui a le mieux défendu Trump, mais on voyait ce sont des chiffres en tout cas très très proches. On en a encore qui a, voilà, ça c'est important, qui partage votre vision de l'Amérique. Tim Walz 48%, Vance 39%. On voit qu'il y a eu encore un avantage Tim Walz, donc encore une fois, perception lorsqu'on regarde un débat en direct et puis lorsqu'on voit ces chiffres-là. Est-ce qu'on en a un dernier qui est le plus qui vous correspond le plus, qui est le plus connecté à vos propres valeurs, qui vous ressemble? Évidemment, pas de surprise, 48% des personnes qui ont regardé le débat estiment que c'est Tim Walz. J'ai pas les illustrations, mais toutes les chaînes, y compris Fox News, ont fait la question qui a gagné le débat.
Et la réalité, c'est que il y a des fois un avantage de 1 ou 2 points pour J.D. Vance, mais dans la réalité, c'est une égalité. Ouais. C'est une égalité, mais on va voir les effets. On va regarder tout de suite cette vidéo du panel. Donc, ce sont des électeurs qui étaient choisis en Pennsylvanie. Pennsylvanie, État clé, crucial. Et donc, ce sont des électeurs de Pennsylvanie qui étaient indécis avant le débat, qui ont regardé le débat. Et à la fin du débat, il y a 6 électeurs indécis. On leur demande pour qui ils vont voter le 5 novembre. If you were going to say who won tonight, I would say that Tim Walz won. I wonder, would everybody say that Walz won this debate? A show of hands. No pressure. Okay. Not sure, Claire. Dans 5 sur 6, et quand on demande donc, non seulement ils estiment que Walz a gagné, mais ils disent qu'ils voteront 5 sur 6 sur Kamala Harris. Prenez évidemment tout ça avec prudence. Je ne suis pas fan de ces panels, c'est intéressant de les avoir, mais ça reste des impacts extrêmement limités. Extrêmement limité. Mais c'est intéressant, comme tu as dit, de voir ça avec cette perspective-là comparée pendant le direct. Je crois que quelque chose qui nous a frustrés et que peut-être le reste du pays a ressenti aussi, c'est le fait que Vance a répondu à quasiment aucune question. Ouais. Donc même si on ne connaît pas les réponses, on n'arrive pas à remarquer quand Vance ment ou ne ment pas, je crois que ce côté-là du gars qui est très... Je crois que le mot en anglais c'est slippery. On n'arrive jamais à l'attraper, on n'arrive jamais à lui faire lui répondre à une question. Et on a vu que Walz, oui, il était calme, il n'a jamais attaqué Vance, il n'a pas stoppé Vance quand il mentait, mais il a eu du succès quand c'était à lui de dire voici mon plan pour vous, et rester sur le terme de la question quand même, sur le sujet. Et je crois que ça compte énormément. Non, je suis d'accord avec toi. Donc on vient de voir le débat, les avis sur ce débat, les extraits, et vous le savez, le plus important, ça va être le débat. Sur le débat, c'est la manière dont les médias vont en parler. Et puis après, les Américains, entre eux, en famille, au boulot, etc., vont en parler. Ce qu'on va retrouver aujourd'hui, demain, sur les réseaux sociaux. Et alors que J.D. Vance, on vous l'a raconté, faisait une performance qui était bonne, il a fait une erreur qui peut s'avérer fatale en toute fin de débat, un petit peu comme si vous aviez une équipe de foot qui avait besoin simplement de faire un 0-0, qui maîtrisait le match, il n'y avait aucun problème, on est dans les arrêts de jeu, tout est terminé, c'est bon, ils sont qualifiés, c'est un petit peu le France-Bulgarie, si vous en souvenez, pour aller à la Coupe du Monde aux États-Unis. Ouais, et puis David Ginola part sur son aile, on perd le ballon et on se prend un but dans les arrêts de jeu. C'est exactement ce qui est arrivé à J.D. Vance, on vous raconte ça tout de suite. Donc, on va partir de ce moment. On va vous parler maintenant de ce moment qui va dominer, qui a déjà commencé à dominer les discussions dès la fin de l'émission et qui va changer la perception sur ce débat. On vous a parlé de performance assez équilibrée, du travail fait en coulisses par Tim Walz, qui a été payant. On a vu la carte de l'avortement. Et puis,
Je vous cache pas que je commençais à être extrêmement frustré dans ce fin de débat parce que je voyais leur tournée. On était à 6-7 minutes avant la fin du débat, en sachant qu'il y allait avoir encore un spot publicitaire et ensuite ils auraient 2 minutes chacun pour donner leur conclusion à l'Amérique. Donc en gros, il restait 3-4 minutes de débat et on n'avait toujours pas parlé du 6 janvier, de péril de la démocratie. Et c'était d'autant plus important que J.D. Vance publiquement avait déjà dit que s'il était à la place de Mike Pence le 6 janvier 2021, lui, il aurait accédé aux demandes de Donald Trump et n'aurait donc pas certifié l'élection et plongé l'Amérique dans une crise constitutionnelle qui aurait très certainement permis à Donald Trump de se maintenir au pouvoir. Et je ne préfère pas imaginer ce qui serait passé si plus de 85 millions d'Américains avaient découvert du jour au lendemain que leur vote n'existait pas. Donc, on arrive enfin sur le sujet du 6 janvier et on voit que évidemment ça a rendu fou Donald Trump sur Truth Social parce qu'il estime que la question que va poser Norah O'Donnell à J.D. Vance est une question à charge. Vous allez voir, elle met en avant les faits parce que c'est un sujet extrêmement sensible et elle veut expliquer aux électeurs que il n'y a pas eu de fraude le 6 janvier, et donc elle commence par cette question-là. After the 2020 election, President Trump's campaign and others filed 62 lawsuits contesting the results. Judges, including those appointed by President Trump and other Republican presidents, looked at the evidence and said there was no widespread fraud. The governors of every state in the nation, Republicans and Democrats, certified the 2020 election results and sent a legal slate of electors to Congress for January 6th. Senator Vance, you have said you would not have certified the last presidential election and would have asked the states to submit alternative electors. That has been called unconstitutional and illegal. Donc voilà, donc elle explique ce que Vance aurait été prêt à faire, donc de certifier des faux électeurs en expliquant que c'était inconstitutionnel et illégal. Et donc, à partir de ce moment-là, sur la question du 6 janvier, J.D. Vance s'est livré. Et ça m'a rendu fou, soyons clairs. Surtout dans un premier temps, l'absence de réponse, encore une fois, mes stratégies voulues. Donc maintenant, avec le recul, je comprends. Et puis de toute manière, il a réussi à avoir le moment qui va impacter ce débat. Donc absence de réponse de Tim Walz. J.D. Vance s'est livré à un exercice de révisionnisme en direct, en expliquant que en fait, c'était pas vraiment important ce qui s'était passé le 6 janvier, que finalement c'était une transition du pouvoir, que le 20 janvier Donald Trump était parti de la Maison Blanche, Joe Biden était devenu un président, et encore une fois sur ces questions. Il refuse, donc, et c'est ce qu'il dit globalement, même s'il refuse de répondre en expliquant que, par exemple, ça veut dire que c'est à cause de ce 20 janvier que l'économie, l'immigration, comme il a fait d'habitude. Et donc, on a ce moment où il ose dire que la transition du pouvoir en 2021, révisionnisme pur et dur, extrêmement dangereux, que ça s'est bien passé. First of all, it's really rich for Democratic leaders to say that Donald Trump is a unique threat to democracy when he peacefully gave over power on January the 20th, as we have done for 250 years in this country. Voilà, donc de manière pacifique. Donc ce soir, je voulais vous passer, attention, ce sont des images un petit peu difficiles, mais c'est la réalité. Ce spot de campagne réalisé par des républicains,
contre Donald Trump, qui donne la parole à un témoignage officiel d'un des policiers du Capitole qui a failli mourir ce jour-là, pour vous montrer la réalité de cette passation de pouvoir pacifique. I just remember getting violently assaulted from every direction. They tortured me. They beat me. They were dressed in, clothing adorned with political slogans, "Make America Great Again." I heard people in the crowd yelling, "Get his gun, kill him with his own gun." Mike, stay in there, buddy. Mike, it's Jimmy, I'm here. Would you pardon those people? Oh, absolutely I would. Trump stands with the mob. It's time to stand against Trump. Voilà, je voulais juste rappeler ce moment parce qu'il faut le garder en tête, le fait que ce n'était pas des touristes pacifiques qui avaient décidé de visiter le Capitole. Le policier raconte comment il a été battu, comment il a été agressé, comment certains ont tenté de s'emparer de son arme pour le tuer avec son arme. Et donc voilà, il n'y a pas eu de transition pacifique, d'ailleurs tellement peu que le 20 janvier, Donald Trump n'était même pas à la passation de pouvoir. C'est la première fois. C'est la première fois en histoire que le président n'est pas à la Maison-Blanche pour inviter, serrer la main au prochain président. On a vu, on était là en direct quand il a pris l'hélicoptère et il est parti... Donc oui, il avait même tweeté que non, je ne vais pas être à la cérémonie. Il ne voulait surtout pas une image qui corresponde au moment où il concède cette défaite. Parce que pour lui, il n'arrêtait pas de dire « je n'ai pas perdu, on m'a volé cette élection » et il le dit toujours. Donc oui, et du côté Vance, de dire que « attendez, c'est vous, comment osez-vous me poser cette question ?» En plus, il avait pris ce ton-là en disant « I think it's rich que vous me posez cette question-là ». C'est gonflé de votre part. C'est gonflé de votre part. C'est gonflé de votre part alors qu'en fait, ça s'est bien passé. Comment ça se passe depuis 245 ans? Non, ça ne s'est pas passé. Comment ça se passe de 145 ans? Le 6 janvier, il y a eu donc cet assaut du Capitole et le 20 janvier, Donald Trump n'était pas là. Donc, ce n'était pas comme d'habitude. Et c'est à ce moment-là, alors que j'étais en pleine frustration de me dire mais pourquoi Tim Walz ne lui dit pas ce que je viens de vous dire, que est-ce que c'était préparé ou c'est une intuition de génie? Tim Walz va poser la question la plus simple possible, de la manière la plus simple, une question qui se répond par oui ou par non à Tim Walz, de lui demander à J.D. Vance, excuse-moi, je vais y arriver, de lui demander si d'après lui, Donald Trump a perdu l'élection de 2020. Et là, J.D. Vance n'est pas en mesure de répondre. Manifested itself because of Donald Trump's inability to say. He is still saying he didn't lose the election. I would just ask that. Did he lose the 2020 election? Tim, I'm focused on the future. Did Kamala Harris censor Americans from speaking their mind in the wake of the 2020 COVID situation? That is a damning non-answer. It's a damning non-answer for you to not talk about censorship. Donc, la réaction physique d'abord de Tim Walz au fait que à ce moment-là, lorsqu'il demande à Vance est-ce que Donald Trump a perdu l'élection et que Vance refuse de répondre en disant je ne m'intéresse pas au passé ou je suis concentré. Moi je pense à l'avenir. Je pense à l'avenir. On a d'ailleurs cette autre photo là que je t'avais mis ce même sur ce sujet-là. On voit la surprise complète de Walz qui se mord les lèvres, il peut pas répondre et puis il a cette phrase en disant parce qu'il a remarqué que l'autre ne répond pas en disant mais c'est une non-réponse qui veut dire qui veut tout dire et donc ce moment-là que vous venez de voir c'est le moment qui va définir le débat. C'est pas moi qui le dis, non, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Je vais vous montrer comment les médias américains
ont résumé le débat juste après la fin du débat. Ils auraient pu parler de beaucoup d'autres choses. Regardez les titres, on va du Wall Street Journal au Guardian, en passant par le New York Times et en passant par le Washington Post. Toute la presse américaine cette nuit, hein, donc c'est ce que les Américains vont découvrir demain matin. Wall Street Journal, avant on avait le Washington Post, titre sur le fait que Vance a refusé de répondre à la question de savoir si Donald Trump avait perdu l'élection. C'est unanime, tous les médias américains ne parlent que de ça. Donc, lorsqu'on vous dit le plus important, c'est le débat sur le débat, c'est ce qui va forger l'opinion. New York Times, le moment où la non-réponse de Vance veut dire énormément, en expliquant qu'il avait justement fait un débat de presque 90 minutes qui était parfait, et puis d'un coup le sujet est venu sur le 6 janvier 2021 et l'attaque sur le Capitole et la butte contre son camp de la part de J.D. Vance. On va voir par exemple sur CBS comment c'était vraiment ce qui était le sujet essentiel discuté sur les plateaux. On va voir sur CBS par exemple ce que on disait sur cette dernière question. He will be remembered for that final exchange about, did Trump lose the election? And he doesn't answer. His technique is to not answer. It makes him, by the way, the very first vice presidential candidate in history who doesn't know who won the last That's his place in history. Where did you see this job listing? Aren't the Republicans already in office? And then I think at the very end of the debate, we saw something extraordinary. Tim Walz asked J.D. Vance if Donald Trump lost the election. He was incapable of answering that simple yes-no question. J.D. Vance can only get so far from the man at the top of the ticket, and that was on display in that one moment. Donc on vous a montré 2 vidéos, MSNBC et ensuite CBS, donc tout le monde, et c'était unanime, on a plein d'autres vidéos, mais ça fait un bon moment qu'on est déjà là, donc on va pas toutes vous les montrer, parce qu'elles vont toutes dans le même sens. Tout le monde est choqué par le fait que Vance, sur cette question simple qui devait se résumer par un oui ou un non, il est incapable de répondre, et que ce silence veut dire que non seulement il n'ose pas aller contre Donald Trump, non seulement il dénie le résultat démocratique de 2020, mais c'est extrêmement inquiétant pour l'élection de 2024. Et du coup, le choix que vont avoir les Américains, c'est se dire, mais écoutez, le problème, c'est que si c'est J.D. Vance qui est vice-président et qu'en 2028, il doit certifier les résultats des urnes. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il le fera ou pas ? Et on va donc écouter, pour terminer, on vous a parlé de ces panels d'électeurs. Cette fois-ci, c'est dans le Michigan, autre État clé. Donc, ce sont encore une fois des électeurs indécis. Et la quasi-totalité, à la fin du débat, ont annoncé en tout cas qu'ils allaient voter pour Kamala Harris. Et on va écouter comment ce jeune électeur, qui ne savait pas pour qui il allait voter avant ce débat, justifie son choix. Well, I'm going to be voting for Kamala Harris. You know, one of the stark sort of aspects of that debate that really stuck with me was when they were talking about January 6th. And how Mike Pence certified the election, and they were wondering if J.D. Vance would certify the election should Trump lose. And, you know, J.D. Vance didn't really give us a definitive answer, and I'm disappointed in that fact. And I don't think that I can trust someone, you know, with my vote if they're not going to respect it. Voilà, donc je pense que je ne peux pas faire confiance à quelqu'un avec mon vote s'il ne va pas le respecter.
c'est vraiment, d'après moi, le thème qui va avoir lieu. Sincèrement, c'est la une. Évidemment, c'est le milieu de la nuit aux États-Unis, donc on verra d'ici quelques heures. Mais juste avant le début de l'émission, j'ai fait le tour de dizaines de sites d'information. C'est le thème de la soirée, le fait que Vance refuse de répondre à cette question et donc s'inscrit dans un mouvement anti-démocratique. C'est le tournant, donc c'est une victoire de Tim Walz parce que il a réussi sur cette question relativement simple à piéger un J.D. Vance qui était en contrôle tout le débat. Il a dit ce qu'il voulait dire, il a menti à chaque fois et il a répondu lorsqu'il n'avait pas envie de répondre et il a été piégé par son propre jeu. C'est ça, et c'est un thème qui est important. C'est une question qui est importante, comme tu le dis, on en parle déjà, on a vu sur l'internet, on a vu les réseaux sociaux. J'imagine que dans les prochains jours, on va voir ça dans des pubs Kamala Harris, avec la question, comme vous dites dans le chat, c'est une question simple qu'ils vont poser aux Américains, c'est voulez-vous revivre le 6 janvier ? Ouais, et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que justement la campagne de Kamala Harris a déjà confirmé que cette nuit, ils étaient en train de préparer une première publicité qui reprenait la réponse de J.D. Vance sur sa non-réponse plutôt sur ce qui s'est passé le 6 janvier et son refus de dire s'il aurait suivi la loi et la Constitution des États-Unis. Donc voilà, donc sur la performance du côté de Walz, on va dire du côté de Vance, ouais ok, j'ai super bien fait, les gens ils m'aiment un petit peu plus, j'ai pas fait de grosse erreur. Ben si, il y a une grosse erreur à la fin, et si cette grosse erreur devient le sujet de discussion dans les 2-3 prochains jours, ben c'est une nouvelle victoire pour Kamala Harris et Tim Walz. Oui. C'est bon ? C'était 46 minutes ? C'était 46 minutes, en plus interrompu, deux streams pour le prix d'un. C'était formidable, donc on tient évidemment à vous déjà à s'excuser pour ce problème technique. C'est sympa de voir que la plupart d'entre vous, vous avez retrouvé le chemin de la maison et vous nous avez retrouvés. C'est pour ça aussi que c'est important de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la sonnette de notification. Ça permet justement d'avoir un message lorsqu'on revient en ligne, lorsqu'une émission est interrompue. Donc voilà, donc merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Si ce n'est pas encore le cas, si vous nous regardez sur X, merci de votre confiance. Abonnez-vous à la chaîne, on approche les 26 000, c'est ça, c'est l'objectif, 26 000. On commence à s'approcher. On commence à s'approcher, on n'y est pas encore, mais on commence à s'approcher. C'est le but de passer la 26 000 et essayer d'avoir un nombre solide d'abonnés d'ici l'élection dans 34 jours. On se retrouve ce soir. On n'a plus accès, je crois, aux noms des personnes qui sont passées par Super Chat. C'est pas grave, on est désolé. Merci en tout cas à tout le monde. On va remercier, je pense qu'il y avait sur ce stream-là, il y avait Jérôme qui était là. Merci Jérôme, on va te remercier que toi, du coup, c'est pas très grave Thomas. Ne nous fais pas sauter ce stream-là. En tout cas, merci Jérôme. On se retrouve ce soir à 20h, 14h au Québec, avec une émission exceptionnelle avec Jean-Marc Léger. On va parler, évidemment, on va revenir un petit peu sur le débat, mais on va essentiellement parler de sondage, des nouveaux chiffres. Vous allez voir, extrêmement intéressant, un nouvel écart entre Kamala Harris et Donald Trump. Et puis, la question de la communauté. Merci Bruno pour ton dernier croissant. Bruno qui nous dit « Walz a gagné le débat, point ». Si Bruno l'a dit. Si Bruno le dit, c'est un expert en donuts et donc c'est un expert en débat de Walz. Donc on te fait confiance. Bruno, merci beaucoup, merci à tout le monde. On se retrouve ce soir à 20h. Salut tout le monde.